cet échange. Je vais le faire très brièvement et bien entendu, c'est lui qui va nourrir ce travail. Je voulais simplement dire en 2 mots pourquoi ce livre m'a captivé, au sens littéral captivé. Et je crois que c'est par la conjonction finalement assez rare, d'une part d'une conviction politique et d'une conviction de la politique et de son rôle, et d'autre part du récit de toute une série d'histoires et de figures qui incarnent la grande histoire et qui donnent à ce livre l'attrait, au fond, l'attrait d'un presque romanesque. Et cette conjonction de l'engagement politique le plus fort, le plus continu, et du caractère quasi romanesque de certains des épisodes de cet engagement. On parlera du théâtre tract, on parlera du film de Karmitz, on parlera des grands personnages emprisonnés qu'il a côtoyés, on parlera de la Nouvelle-Calédonie où il débarque le jour de l'assassinat de Jean-Marie Tjibaou. Bref, cette conjonction très rare, je n'ai pas lu d'ouvrage qui puisse offrir cette caractéristique et ce plaisir. Voilà, mon captivé. Donc, fin des années 65, début des années 70, donc le jeune Jean-François Marguerin s'engage dans la politique d'extrême gauche au bénéfice, au profit d'une action de terrain, d'une action plus proche de la réalité qui nourrit son engagement. Alors pourquoi cet engagement et pourquoi cet engagement finalement singulier au regard de toutes les formes d'engagement qui dominaient à cette époque? Et d'abord, merci d'être là. C'est pas si simple dans ce contexte. Alors, comment commencer? Peut-être d'abord dire pourquoi ce bornage, 65-2005. 65, j'ai 17 ans, et là je vais aller très vite sur ta question. 2005, j'en ai évidemment 42 de plus, j'ai 57 ans. J'ai passé un long séjour au Maroc, je ne sais pas, on aura le temps d'en parler, dans une période particulièrement difficile. Ce sont les attentats de Casablanca, je ne sais pas si vous vous souvenez un peu de cette période. Et puis je considère que ça clôt parce que, et je reviens sur le sens de l'observation très juste de François Lauzet, c'est un exercice aussi de transmettre avec une incroyable impudence, parce que, évidemment, si c'était une affaire qui ne concernait que moi, je ne devrais la réserver qu'à moi, mais qu'est-ce que, pendant ces 40 années, je traverse qui mérite d'être conservé, et qu'est-ce qui, d'une certaine manière, n'a pas a une importance secondaire, ou pas d'importance du tout, et essayer d'expliquer pourquoi ce que je conserve et que je mets en mots a de l'importance. Donc il y a un exercice de décantation, et que je considère que c'était bien de s'arrêter en 2005, parce que depuis l'année prochaine, il y aura encore eu 2 décennies, et c'est trop proche pour que cette décantation ait pu se produire. Alors donc j'ai 17 ans, et oui, je vais rencontrer très, très vite la question du politique. Et je vais la rencontrer par... et pourquoi j'en parle? Parce que je pense que c'est éminemment important dans nos sociétés, même si la politique est très largement dévaluée, vilipendée, souvent de manière excessive. Mais quand je dis le politique, je vais avoir un guide. Je suis élève à l'école normale d'instituteur. Mes parents étaient très modestes, ils ne pouvaient pas me payer le lycée. Voilà, j'ai commencé mon parcours en étant
instituteur, je suis donc élève instituteur, et j'ai un grand qui déjà a lu beaucoup, est vraiment impliqué dans, on peut dire, la philosophie politique. Et je vais être précis tout de suite. Et qui va beaucoup me parler, beaucoup me faire lire, beaucoup me faire percevoir de choses. Et il appartient à ce courant, finalement oublié, qui est celui du conseillisme. Celui, par exemple, qu'ont porté Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht lors de la Révolution allemande de 1919, qui est soviétique, mais anti-bolchevique, donc qui est un mouvement marxiste, mais non léniniste, pour ne pas dire contre léniniste, et évidemment non staliniste, convaincu que porte déjà en germe la transmission du pouvoir du peuple, c'est-à-dire des premières organisations ouvrières de base et des soldats, puisque c'était ça en Russie de l'époque, va se transférer au parti, et que le parti, d'une certaine manière, va confisquer le pouvoir à ceux qui ont été les premiers engagés, en répondant à Lénine, évidemment, dans le mouvement révolutionnaire. Donc, déjà à ce moment-là, la question du totalitarisme est en cause. Aujourd'hui, on dirait l'illibéralisme, je sais pas si on dit ça. On dit ça aujourd'hui, mais posons-nous du totalitarisme. Nos grandes références intellectuelles sont bien entendu Hannah Arendt, qui va décortiquer le processus de construction du totalitarisme et va renvoyer dos à dos le stalinisme et le nazisme, exactement sur les mêmes processus de construction, mais aussi en France, Cornelius Castoriadis, Claude Lefort, je parle tout ça de manière très précise. Donc, c'est pour ça que je suis allé un peu vite en besogne. Non, le premier temps est plutôt les gauchistes intello, je dirais. Et je ne vais pas rester plus longtemps là-dessus. Et puis à un moment donné, la question, vous savez bien, hein, entre la théorie et la pratique, on disait la praxis, peut démanger. Et à force d'être minoritaire, vous savez très bien que dans la réalité de l'époque, il y a toutes les mouvances trotskistes, c'est-à-dire tout ce qui appartient à la 4e internationale, qui a quitté la 3e internationale bolchevique, justement, parce qu'elle était privatrice de liberté, mais à partir du moment où elle considérait que le parti bolchevique était un parti ouvrier et que par conséquent sa nature ne devait pas être mise en cause, c'était les dirigeants, nous pensions très fort que non, c'était le système en soi qui était la cause du dérapage et la cause du mal, osons le mot. Donc nous là-dedans, on était un groupuscule encore plus groupusculaire que les autres, et à partir du moment où c'était pas un parti, c'était une organisation pourrait tenir largement dans une cabine téléphonique, en assemblée générale, on commence à se dire qu'il est peut-être temps de passer au tout. Et puis c'est à ce moment-là que je vais rencontrer ce qu'on a appelé les Mao. Alors là aussi c'est une mouvance tout à fait importante, oui, organisation, c'était pas un parti, organisation maoïste et marxiste-léniniste, donc on va me dire, alors, qu'est-ce que tu viens de nous dire? Ben oui, ça c'est peut-être un terrain de contradiction majeure, mais quand on parle des Mao, on parle de la gauche prolétarienne, c'est-à-dire ceux qui considèrent que les étudiants, les intellectuels qui sont censés être dans un processus révolutionnaire ne peuvent l'être véritablement qu'en allant partager la vie, le quotidien de ceux qui sont censés accompagner et porter. Autrement dit, c'est ce qu'on a appelé le mouvement des établis. Et j'ai été établi pendant pas très longtemps dans une usine. Je raconte tout ça. Quelle était cette posture que nous prenions? C'était pas simple de se faire embaucher. Parce qu'évidemment, comme OS, on n'avait pas du mal à être OS, puisque d'une certaine manière, on n'avait aucune compétence particulière. Mais c'était difficile, parce que déjà, il y avait beaucoup de méfiance sur ces types qui avaient un parcours qu'on avait du mal à situer, qui ne comprenaient pas bien pourquoi ils venaient se faire embaucher dans les usines. Et là-dessus, je vais vous raconter quelque chose de très émouvant qui ne me concerne pas, mais qui concerne une camarade merveilleuse. Je continue à dire une camarade. Je crois que je libère beaucoup. Je dois dire aussi que pendant des décennies, j'ai étouffé tout ça.
comme si c'était mal, vous voyez, comme si on s'était tellement trompé, et on s'est tellement trompé. Il valait mieux évacuer. Hein, c'était propre d'être dans la social-démocratie, d'être un homme de gauche, voilà, dans les organisations reconnues, pas dans ces trucs-là. Bon, on a quand même été des maoïstes, et il faudrait peut-être aussi que je parle du contexte, puisque 1965, je commence là, il y a quelque chose qui est en train de démarrer, terrible, qu'on connaîtra plus tard, mais au moins dans les années dont je vais parler là, je jure, nous n'en avions pas la moindre connaissance, c'est évidemment la révolution culturelle en Chine. 1965, 1976, Mandela, Mao, et vous savez, la monstruosité qui continue d'ailleurs à alimenter ce que je disais de manière liminaire, encore un parti communiste, et qui a abouti à l'horreur. Quel est le parti communiste qui n'a pas abouti à l'horreur? Au pouvoir, bien entendu, au pouvoir. C'est bien la question. Et donc je voulais raconter cette histoire très, très belle. On est à Caen, tout ça se passe. Et j'ai une camarade qui travaille chez Moulinex. Elle était en je ne sais plus combienième année de médecine. Elle a arrêté ses études et elle est au SAHN chez Moulinex. Et elle va faire son travail politique, c'est d'abord fermer sa bouche. Il n'y a pas de slogan, il n'y a pas... c'est le contact, donc au quotidien, la confiance construite, et petit à petit, écouter les colères, écouter les revendications, faire monter doucement la mayonnaise à l'endroit où on se trouve. Donc un travail de taupe, un travail... Et puis, c'est une femme formidable, elle va très vite avoir un groupe de collègues de travail, avec des jeunes femmes, mariées ou pas mariées, avec tous les vendredis soirs, vont aller boire un verre, parce que c'est la fin de la semaine, parce qu'on souffre. Et puis arrive le jour où les filles se voient très bien qu'elle n'a pas la même histoire, qu'elle est visiblement pas d'ici, non, c'est une Parisienne descendue. Et puis elles vont lui poser des questions sur sa vie, son passé, et elle va choisir de ne pas mentir, de ne pas se dissimuler, de dire la vérité. Je suis en X années de médecine, et j'ai décidé d'arrêter pour devenir ouvrière, et oui, je suis militante. Et là, silence total de ses camarades, qui vont lui dire cette chose très forte. C'est devenu un médecin dans un quartier extrêmement difficile. C'est la mère Teresa de la médecine qui a évidemment, qui s'est jamais fait payer quand les gens ne pouvaient pas payer, qui a tellement travaillé sur la situation de femmes en grande difficulté, battue, etc. Bon, une histoire merveilleuse de bout en bout, cette femme. J'ai eu le plaisir de retrouver il n'y a pas très longtemps. Et donc, stupeur et silence de ses collègues, qui vont lui dire la chose suivante: mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es à la chaîne avec nous? Machine ou machin, qui est passé par le médecin du travail l'autre jour, qui avait besoin d'un arrêt, à qui l'autre a dit à qui l'autre a répondu que même elle n'avait pas du tout besoin d'un arrêt. On a besoin de gens comme toi, comme médecin du travail. Tu termines ta médecine et tu deviens médecin du travail. C'est nous faire, c'est ne pas nous aider que d'être OS alors que ta place est ailleurs. Et ça a été quand même... Il se trouve que, bon, il y a des problèmes dans l'organisation politique, mais d'une certaine manière, ce que je vais raconter s'enchaîne un peu comme ça, un peu à mon insu, puisque je vais trouver la bouche prolétarienne un peu plus tard, et donc nous allons, quasiment en même temps, elle et d'autres, cesser d'être on a appelé ça établi, donc, de travailler en usine. Je dois être très honnête, je m'étais réinscrit en fac, même si je n'allais pas à la fac, mais ça a été facile de retourner à la fac à partir du moment où j'étais inscrit à la fac. Bien, mais ça c'est presque sans intérêt. Et puis alors, j'arrive à ce que tu veux me faire parler. Existe une organisation, non, se crée à cette époque une organisation aux confins du politique, je dirais, du social et du sociétal, qui s'est appelée le Secours Rouge, en fait, qui était une importation d'une organisation un peu de ce type qui était en Union soviétique au lendemain de la Révolution d'octobre,
c'est donc l'empreinte du titre, et entre autres, la figure historique et intellectuelle de la création du Secours Rouge en France, c'est Jean-Paul Sartre. Et donc, nous avons constitué un comité du Secours Rouge en Normandie, et qui va avoir aussi pour rôle de populariser les luttes. Et là, peut-être on commence à trouver une convergence entre le gauchiste et la préoccupation qui sera dans toute ma vie de comment, d'une certaine manière, l'art peut concourir à l'émancipation des gens. Alors, ça va peut-être commencer par une situation qui va vous faire sourire, que vous allez considérer comme caricaturale. On va créer le théâtre Tract. Et pourquoi on le crée, et dans quelles circonstances on le crée, c'est que dans cette région, il y a un scandale de santé publique qui commence à exploser, c'est celui de l'asbestose, c'est-à-dire de la maladie de l'amiante. Et nous allons aller donc à Condé-sur-Noireau, là où se trouve l'usine, et je vais vous dire pourquoi on y va, l'usine principale du groupe Ferrodo. Vous savez, on comprime l'amiante à chaud, et puis c'est ce qui sert au disque d'embrayage ou au disque des freins, vous voyez. Mais avant qu'elle ne soit traitée chimiquement, c'est la fibre. À Condé-sur-Noireau, il neigeait au milieu d'été. C'est-à-dire qu'il y avait tellement, il suffisait qu'il y ait du vent, les tas d'amiante, regardez l'iconographie, on en trouve beaucoup des images sur Internet, il y avait des tas d'amiante comme ça, les mecs, il la maniait à la fourche et à la pelle sans masque, sans rien, partout, dans les maisons, partout. Et là, évidemment, se développent les premiers symptômes d'une silicose, qui est en fait l'asbestose, qui concerne l'amiante. Il se trouve qu'on a un camarade, là aussi, de la même organisation, qui lui, justement, de l'intérêt d'aller jusqu'au bout quand on fait des études, notamment de médecine, qui lui est médecin, est interne, sait qu'il y a un labo à l'hôpital qui travaille particulièrement sur l'infectiologie, voilà, qui travaille particulièrement sur cette question, et ces travaux sont absolument clandestins. Pardon, excusez-moi, secret défense. Parce qu'évidemment, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a la reconnaissance de la maladie professionnelle et toutes les conséquences, et pour le patronat, et pour la sécurité sociale. Donc, tout est fait à cette époque-là, je vous assure, pour freiner, voire empêcher la reconnaissance de l'asbestose comme une maladie professionnelle. Comment c'est possible, mais bon. Et il va réussir à fracturer la pièce, il va voler le dossier. Il va voler le dossier et va le rendre public. Tout le monde a su que c'était lui, mais je n'ai pu le prouver. J'ai d'ailleurs toujours un médecin, j'ai vérifié ça il n'y a pas très longtemps. Et qu'est-ce qui va se passer à Condé-sur-Noireau? Les ouvriers vont choper les cadres et vont les séquestrer pour obtenir la présence de la direction générale et pour poser la question. Voilà, je ne sais pas comment vous dire, c'est une explosion, mais ils inventent cette nouvelle forme de lutte qui est on ne manifeste pas, on ne fait pas seulement, bien sûr ils occupent leur usine, mais ils bloquent les cadres et je vais les garder pendant quelque chose comme 48 heures. Alors, vous voyez ce que ça veut dire. Mais l'extrême gauche, et particulièrement la gauche prolétarienne, qui sort une revue pour les plus âgés, ça doit vous causer la cause du peuple, ça doit vous rappeler quelque chose, la cause du peuple. Je me souviens très bien de la une de la cause du peuple. On a raison de séquestrer les patrons, et voici comment Condé-sur-Noireau, que vous n'avez même pas, vous êtes les uns ou les autres en grande difficulté, j'imagine, de situer sur une carte, devient une espèce de symbole national. Et donc nous on y va. Et on rencontre les ouvriers, et on sait très bien leurs difficultés à expliquer la complexité du chose. Donc on les fait raconter, et à un moment donné, ça devient une sorte, je ne sais pas si c'est avant que ce soit un texte, une sorte de conduite, parce qu'il va y avoir dans ce type de théâtre beaucoup d'improvisation, mais enfin il y a une conduite très précise de ce qu'on a à dire, de ce qu'ils ont à dire, et comment, c'est pour ça qu'on l'a appelé un théâtre tract, comment le théâtre, là, en situation, peut être infiniment plus percutant qu'un tract lui-même, que les gens lisent ou ne lisent pas. On dirait, encore faut-il qu'il y ait les publics devant soi. C'est ce qui s'est
devait être suffisamment... alors, ce qui était formidable pour moi, me touchait beaucoup. Chaque soir, après la représentation, on faisait le noir, on ne venait pas saluer. D'ailleurs, je pense même pas que ça applaudissait, je ne me souviens pas. Mais on rallumait l'espace de jeu, et là, il y avait 2, 3 hommes qui étaient assis sur des chaises, c'était les vrais. Et donc, ils n'avaient pas à raconter, puisque ça venait d'être raconté. Donc, la discussion pouvait s'engager, évidemment, beaucoup plus facilement, durablement, et on devait déranger beaucoup, parce qu'on a joué beaucoup. Et je vais dire à la mutualité tout de suite, j'espère vous faire sourire avec cette histoire. Et bien évidemment, il s'agissait de jouer à condition de barreau. Et puis il y a le propriétaire d'un cinéma, je ne sais pas pourquoi, qui nous a ouvert ses portes, qui ne nous a même pas demandé d'argent. Et donc on a décidé d'adapter le spectacle, parce qu'évidemment un cinéma c'est compliqué. Bref, je me perds dans des choses inutiles là. Et puis on a eu beaucoup de mal à arriver à condition de barreau, parce que comme par hasard, certains camarades et comédiens, ils avaient un défaut de clignotant, voilà, arrêtés sur la route, et puis emmenés à la gendarmerie, alors que juste ils avaient une ampoule à changer, donc vous avez compris, tout était fait pour nous empêcher d'arriver. Et puis manque de peau, on a fini tous par arriver. On avait pris une laps de temps considérable. Et je fumais à l'époque, je me souviens très bien, avant que tout est en place, hein, comme ce soir, je suis sorti fumer une top. Et là, oui, qu'est-ce que c'est qu'une façade de cinéma, le hall d'un cinéma, la largeur de hall de cinéma. Et là, je vois une masse sombre, là, comme ça, bleu marine. Et il y avait cul à cul 30 rencarts de gendarmes mobiles d'un côté, 30 l'équivalent de l'autre, la ville complètement quadrillée. C'était pour empêcher les gens de venir. Et donc, je le raconte, ce qui a été bouleversant dans cette histoire, c'est que, allez, je dis n'importe quoi, on joue à 19h30, je vois sur ce test-là, 17h18. Personne. Et puis, la rue était en pente. Et au-delà, je commence à avoir des silhouettes, et de plus en plus de silhouettes. Et les gens s'étaient dit, on ne va pas y aller isolément, parce qu'on, si ça se trouve, on va se faire choper, contrôler nos identités. Ils sont venus en masse. Et ils sont entrés tous en même temps, c'était blindé. Et ça a été une soirée absolument extraordinaire. Donc je vous disais, ça restait... Oui, la gauche prolétarienne était aussi très, très impliquée dans ce rouge. Et un camarade de la direction de la gauche prolétarienne, même si je m'en étais éloigné, me dit, oui, on a entendu parler de ça, on a un grand meeting de la gauche prolétarienne à la mutualité, Bernard Ponsard, qui aura toutes les figures de l'époque, Maurice Lavelle, toutes les grandes figures qui vont être soit de pouvoir, évidemment, tous les compagnons de route de la gauche prolétarienne, et les grands cadres, Serge Julie. Là, si on pourrait passer une soirée sur ce début, c'est il y a Front des Libérations, peut-être il y a Goldgarden, qui font meeting, mais il y a une première partie, il y a une deuxième partie qui est artistique avec Colette Madou, subit une Colette Madou. Et on veut que vous fassiez accueillir le spectacle en première partie. Alors, je regarde, j'avais quelques images et quelques souvenirs de la mutualité où j'étais déjà allé. J'ai oublié de parler aussi du contexte dont on ne peut pas tout dire. N'oubliez pas que tout ça, c'est la guerre au Vietnam. La guerre au Vietnam, c'est la période des guerres de décolonisation. Et c'est essentiel. Et j'ai dit, pourquoi je viens de dire ça? J'appartenais au comité Vietnam et j'étais allé à un meeting à la mutualité, donc je visualisais à peu près. Je dis juste une chose, ça dure, je sais pas, mais ça durerait pas loin d'une heure, peut-être même d'ailleurs. On n'a pas le temps d'adapter, on ne fera pas de concession, c'est une heure pour rien. Et ça a été l'heure. Et il y avait, évidemment, dans ce type de théâtre, qui n'entre pas dans la nuance, tout est qui doit être beau, percutant, vous pouvez imaginer à quoi ressemblait l'acteur qui jouait le patron. Non, c'était quand même pas sur les affiches, le cigare et
haute forme, bravo. C'est un garçon merveilleux. Et ce qui s'est passé, c'est que, évidemment, moi je ne jouais pas, mais il était plus mort de trouille. Vous imaginez, il y a le collègue Mani dans la loge à côté qui fait ses vocalistes, c'était le moment d'y aller fouiller. Et quand il s'appelait Hervé, on l'appelait Vévé, quand Vévé, le patron, arrive sur scène, la mutualité, blindé, la catharsis de la gauche prolétarienne parisienne, qui va se défouler sur lui. Il a cru qu'il allait le désintégrer. Personne ne la frappe, vous voyez bien. Mais cette espèce, c'est une vocifération, c'est hurlement, cette puissance face à lui. Il a survécu, je ne sais pas comment. J'enchaîne, mais moi, je me souviens. Je te dirais. Parce qu'il vient de parler de Carlis. Et là, j'ai des choses aussi fortes, je crois, à dire sur le sujet. Il se trouve que dans la salle, il y a un cinéaste qui est compagnon de route, voire militant de l'AGP. C'est Marine Carlis, c'est un cas de... Bon, il a fait la carte, il a fait le parcours qu'il a fait, homme d'affaires tout à fait avisé, il était d'ailleurs déjà, rappelez-vous. Et il devrait être là ce soir, mais il a acheté des livres, et il m'a envoyé un petit note très sympa pour me dire qu'il peut me voir après l'avoir lu pour très bien, mais bon, on est resté comme ça, de moins en moins proche, parce que c'était une période tellement forte. Donc il y a le cinéaste de la GP qui est dans ce soir, la mutualité, qui vient nous voir à la fin. Et je voudrais vous parler, parce que justement, je suis chargé par l'organisation de décliner cinématographiquement. On a raison de séquestrer les patrons. Donc, il est en train de travailler à un film de fiction, et non pas un documentaire. Un film de fiction qui va raconter une séquestration de patrons, une lutte ouvrière. Alors, évidemment, la CGT, c'était la haine, la CGT, il faut baisser. Bien écouter, c'est que parfois ça peut devenir très loin. Donc, évidemment, il y avait à voir le délégué CGT en prison de grève. Là aussi, vous avez la panoplie de toutes les typologies, toutes les caricatures. Et qu'est-ce qu'il veut? Il veut, qu'un ouvrier de Ferraudot soit une espèce de conseiller, parce que lui, il a vécu la chose. Il veut que moi et une autre amie qui était là le soir, intégrions l'équipe. Et ce qu'il attend de moi, c'est très précis, c'était une expérience totalement neuve dans le cinéma. Je n'avais pas d'expérience cinématographique. C'était le début des magnétoscopes. Les tout premiers magnétoscopes, à Caille, quart de pouce, je me souviens. Et donc, mon rôle était... Ah oui, je voulais finir. Il a fallu... La production a trouvé une usine désaffectée à Elbeuf et un seul usine de textile, soit qui a tourné à Elbeuf. Et puis on est allé à la LPE demander, je crois, pour 2 mois, 200 ouvrières, recruter pour 2 mois 200 personnes qui avaient l'expérience dans le textile, uniquement des femmes et a priori de plusieurs générations. Et je me souviens toujours, je faisais partie de ceux qui sont allés. Le mec de la NPE, il a cru une très mauvaise plaisanterie, il n'avait jamais vu quelqu'un pousser la porte pour demander à employer une ouvrière. C'était tellement sinistré. D'accord, c'était pas redonné. Voilà, faut pas oublier ça, c'est pas recréer le travail, c'était 2 mois. Bon. Donc, il y a eu un gros 200 ouvrières, et puis des comédiens et des comédiennes, évidemment, nécessitant de mobiliser leur professionnalisme pour un certain nombre de situations, notamment une ouvrière dans le scénario. Il y a à un moment donné une ouvrière sous les trépidations des machines qui va piquer crise de nerfs. Vous vous doutez que c'est pas seulement une comédienne, enfin, ça ne va pas demander à quelqu'un qui est un pauvre. Et moi, quel est mon rôle? Je reviens. J'invite à me rejoindre les ouvrières qui ne sont pas prises dans le tournage, qui ne sont pas prises sur le plateau au moment où on l'a, hein, pour à la fois discuter de ce qui s'est tourné la veille et de regarder quel est le plan de travail de demain et qu'est-ce que c'est. Et les faire parler là-dessus. Et moi j'enregistre. Et tous les soirs, je retrouve Marie Carlitz avec son directeur de la photo. Et il voit.
ils se nourrissent de tout ça. Et évidemment, vous devez bien douter que les jours passant, elles deviennent de plus en plus incroyables. Il faut voir le film. Elles deviennent de plus incroyables. Jusqu'à ce coup. Jusqu'à ce coup, bien entendu, ce n'est pas n'importe quel titre. Jusqu'à ce que se passe, pour moi, là encore, puisqu'on parlait du chemin de la réflexion sur l'art et la culture, jusqu'à ce que se passe ce moment suivant. Le tournage de la fameuse Prisonnière. Et donc, il y a une comédienne ouvrière, vous avez compris, qui est censée. Vous avez compris que tous les méchants, c'est des comédiens et des comédiennes, vont remettre tout ça, et puis que les ouvrières qui doivent sortir du lot ont un personnage qui avait déjà constitué au départ, c'est des actrices. Et donc, il y a l'actrice qui est l'actrice de l'air, et il y a une actrice plus âgée, qui est ouvrière, qui quitte sa machine, et qui la prend par les épaules, et qui lui dit « Viens, ma chérie, on va aller voir le soleil. » Bien. Et moi, je travaille donc avec un groupe très important le lendemain matin, d'ouvrières très chacune. Ils ne sont pas dans leur assiette, et je vois bien que c'est collectif, qu'il y a un truc qui ne va pas. Et puis finalement, il y en a une qui lâche le morceau, il fait « ne parle pas comme ça. Je ne comprends pas de quoi il parle. » Bah oui. Viens, ma chérie, on va aller voir le soleil. C'est dit, je te passe. J'enregistre l'idée. Et au montage final, cette réplique, j'y pleura. Mais tout d'un coup, 45 ans, que plus elles prennent leur place, plus les comédiennes sont fausses, et qu'on risque d'aller dans le mur, sauf encore une fois les autres rôles, y compris contre-maître, etc. Pour qu'ils allaient dans le mur, parce que voilà, ça a été très compliqué, très douloureux pour les comédiennes qui ont quitté le tournage. J'ai été négocié comme ça, alors évidemment sur des faux arguments, mais nous on a tout donné pour faire ce film, on a accepté un salaire de merde. C'est pas le sujet, absolument pas le sujet. Mais au même moment, Godard tourne. Excusez-moi, mais Godard est immense, sans doute, et Carlis n'a pas forcément une carrière de réalisateur, particulièrement. Comme producteur beaucoup plus avisé que réalisateur, il n'est pas là, je peux le dire. Mais je pense qu'il est allé très loin dans cette question de comment la fiction peut intégrer des non-acteurs pour parler de leurs conditions propres, de ceux qu'on a conviés à être présents. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je pense qu'il n'y a pas eu depuis expérience aussi radicale, finalement, sans trop apprenti sorcier, sans trop pensage. Puis la deuxième anecdote que je peux vous raconter, alors celle-là, ça c'était un atelier de confection qui avait été reconstitué, c'est pas compliqué, il faut du temps, une flic, pour reconstituer un atelier où il y a des machines à coudre. Où il y a un atelier de confection, les tissages. Les grands métiers à tisser, ça, vous n'allez sûrement pas reconstituer un atelier de tissage pour tourner un film. Mais à Louviers existait encore une grande unité de tissage. Et il était qui travaille. Donc on rencontre le patron, on dit ce qu'on fait. Je crois qu'il n'y a pas trop de dissimulation sur la nature de Bernadette. Je crois naturellement, moi je vous le bien. Et qui accepte très volontiers qu'on vienne tourner quoi. Beaucoup d'entre vous ont connu André Vips, un immense comédien. Bon, et André joue l'agent d'entretien dans le film. Son rôle, ça va être quoi? C'est celui qui vient soulager les ouvrières quand elles n'en peuvent plus pour saboter temporairement l'outil de travail. C'est-à-dire, il va créer des courts-circuits. D'accord? Ouais, yeah. Comme ça, elle souffle. Et puis, il faut trouver. Alors, d'abord, il faut trouver l'idée à la pâte, c'est lui qui le fait. Et puis, ça repart. Puisqu'on a, bien sûr, vous sentez bien que c'est du second degré, ce que je suis en train de. J'ai dit l'ironie, évidemment, du sourd où je souris, sur on a raison de séquestrer les patrons, ou on a raison de saboter l'outil de travail. Ouais, vous voyez bien, bon, après, tout le monde se positionne comme il veut, mais moi, je raconte l'histoire. C'est compliqué à trouver. Ben oui, parce que si vous voyez le film, vous verrez
que pour le directeur de la photo, choper l'étincelle, enfin, il faut vraiment choper l'étincelle qui fasse comprendre qu'il vient de faire disjoncter la machine, et il faut s'y reprendre à X fois. Et il s'y reprend X fois, et ça arrête, je crois, un ou deux métiers, mais le patron a accepté que concomitamment on coupe le général pour que tous les métiers s'arrêtent. Bon. Et donc vous avez compris aussi que dans l'atelier, il y a 3-4 de nos ouvrières. Liées à la scène. Il y a André, il y a le directeur des photos, il y a quelques-uns, je suis là aussi. Je suis là. Et cette chose, et le reste sur les métiers, ce sont ses ouvrières à lui, les vraies ouvrières du textile, enfin toujours en activité du textile. Et il a cette phrase absolument incroyable à la fin. Il vient nous voir et il dit « Alors, ce sabotage, ça a marché !» Voilà, Jean-François, grâce à toi, le temps passe très vite. Je voudrais dire quand même quelques mots sur l'épisode de l'agence IB. Oui. Qui est quand même une préfiguration de quelque chose qui est devenu, plus que national. Et je voudrais aussi que tu puisses dire quelques mots toujours dans cette première partie de l'ouvrage qui est la partie avec une mécanique politique de travail dans les prisons. Oui, ça c'est... Mais commençons par l'agence, parce que l'agence c'est l'agence Presse Libération. Certains se souviennent peut-être du clash qu'a fait Maurice Clavel, que j'ai nommé tout à l'heure en intellectuel, puisqu'il était aux côtés de Sartre à l'actualité. Serge lui qui va créer Libération. Mais avant, il y a eu ce qu'a créé Maurice Clavel, c'est l'agence Presse Libération, une agence de presse. Tire de sa bouche. Qu'est-ce qui a provoqué cela? Je vois qu'il s'appelait Alain Jaubert, je crois, le journaliste. Un journaliste, c'est une époque où les journalistes se font beaucoup tabasser au moment des manifestations. Et il y a un immigré qui se fait tabasser, je ne sais pas dans quelles circonstances, il est là, lui, il veut s'interposer, il sort sa carte de presse, le résultat des courses, c'est qu'il lâche celui sur lequel ils étaient en train de taper pour s'acharner sur lui, le monte dans le car, ça continue dans le car, il a vraiment été massacré par... Et là, ça a été une flambée voilà, vous pouvez imaginer comment le syndicat des journalistes mettent en cause le système de la presse, bien entendu. Et vous devez vous en douter, les principaux médias, sauf sans doute Le Monde, taisent cette histoire. Et Maurice Clavel, qui est invité à je ne sais plus quelle émission à la télévision, va faire une esclandre. Délibéré, il va dire « Messieurs les censeurs, bonsoir, il va quitter le plateau, vous vous souvenez, essayez à la faire à un journal. » Et il est décidé nationalement de créer une agence Presse Libération, qui, d'une certaine manière, va essentiellement exister à travers des antennes régionales. Donc, la logique est de faire des dépêches d'agence, mais on n'avait pas de téléx, on n'avait rien, mais on rassemblait ça dans une sorte de fascicule hebdomadaire. Donc on évitait d'être trop sur l'actualité immédiate, parce que d'abord là, et on va apporter ça dans les rédactions. Voilà. Et ça a duré le temps que ça a duré. Nous, on a très vite travaillé sur des dossiers. Je dis d'abord que a créé l'agence Normandie. Oui. Qui s'est appelée donc Agence Presse Libération. Et qui va ensuite s'appeler Analyse et popularisation des luttes. Vous allez dire, qu'est-ce que c'est cette histoire? APR, un jour? Eh oui, c'est que ce qu'on ne savait pas dans le projet politique, parce que c'était quand même la gauche prolétarienne qui était derrière, c'est que c'était une tentative une période de rodage pour aller à Libération. La création de Libération et la gauche prolétarienne, c'est bien la création. C'est étroitement lié. Et donc, comme toute organisation marxiste-léniniste, on cite par la création, terminer les agences, dissolution de l'agence. C'était très important, on avait un numéro de presse.
Et ce numéro de presse nous permettait notamment d'avoir une exonération postale, que si on n'avait pas, il nous faisait crever. C'est-à-dire envoyer tout ce qu'on avait envoyé. Je sais pas. Voilà, les coûts, on pouvait les supporter. Donc, Clavel dissout l'agence. Je me souviens que c'était un premier carton de journalistes de Paris Turf, qui m'ont créé le premier noyau correspondant à la sortie des premiers numéros de Libération. Mais nous, on va refuser, c'est pour ça, analyse et popularisation des luttes, ça fait toujours APL, on a refusé de se dissoudre. On a dit très bien, ça n'existe plus, mais nous, on continue d'exister. Et non, on n'a plus le droit de s'appeler l'agence de présécuration, on s'appelle APL, mais ça ne veut pas dire la même chose. Parce qu'on était parti beaucoup sur le chemin de dossier, et c'est vrai qu'il nous fait trembler. Il a peut-être été excessif. Je pense qu'on a fait un truc sur l'extrême droite dans la région, il y a droite régionaliste. Il faut le dire. Et quand je dis qu'on a été excessif, c'était peut-être pas très sympa de donner l'adresse de tel ou tel. Il n'était pas tendre, mais pas tendre non plus. Voilà ce que je peux dire sur ce sujet, et ça me permet de dire qu'en gros, on va arriver, c'est la révolution des œillets, oui, je suis situé dans le temps 74, là, et on va arriver revenir sur. Vous voyez que je ne suis pas loin c'est très important de dire ça, je ne l'ai pas dit hier soir. On est toujours de la gauche pointée. Il va y avoir quelque chose dont beaucoup d'entre vous n'ont pas entendu parler, c'est la NRP, la Nouvelle Résistance Populaire. Et la NRP, c'est une branche, c'est le début de la création d'une branche militaire au sein d'un GP. D'accord ? Parce qu'il y a eu la mort d'Auvernay chez Renault, parce qu'il y a eu XXX, parce qu'il y a eu c'est justement la NRP qui a exécuté, je ne sais plus comment il s'appelait, on disait Nervi, c'est-à-dire le contremaître qui avait sorti son pistolet, on le voit très bien sur les photos d'époque, et qui va tuer Pierre Auvernay à l'entrée de Renault au Mousselin. Et pourquoi je dis ça? C'est que moi je sais ça. À l'époque, je suis très mal à l'aise parce que vous voyez bien, il se passe ce qui se passe à l'époque en Italie. Vous savez très bien. Et en Allemagne, les brigades rouges, évidemment, la Retarmée Fraction, la Bader, bref, le basculement. Et d'ailleurs, ça peut presque faire un lien avec les prisons. Le basculement possible vers une organisation terroriste. L'acte de bravoure de la NRP, ça a été au Gobelin de désarmer un flic. Les flics sont en mode famille. Je ne sais pas comment ils ont fait. Juste, ça fait la une de la presse, juste pour montrer qu'ils pouvaient faire. Heureusement, il y avait quelqu'un de formidable qui était le vrai patron de Pointarnet. Béni Lévy de son nom. Je tairai son nom de militant, qui avait. Ça a été pendant des années le secrétaire de Jean-Paul Sartre, et qui avait cette espèce de capacité de surplomb et qui a considéré qu'il était nécessaire de dissoudre. Donc il n'y a pas eu l'aventure italienne et l'aventure allemande en France, mais on peut dire que, je ne sais pas si on peut dire qu'il s'en est fallu de peu, mais quand même il s'en est fallu de peu. Et donc là, il y a d'une certaine manière, pour beaucoup de militants, pas seulement au sein de la gauche prolétarienne, mais aussi dans d'autres formations qui vont quitter les organisations d'extrême gauche, et essayer d'une certaine manière de se repositionner ailleurs. Vous sentez aussi que moi je m'étais un peu repositionné ailleurs à travers ces expériences déjà, j'ose les tiens, artistiques. Et beaucoup à l'époque épouser une nouvelle religion qui va être la psychanalyse. C'est-à-dire, après avoir prétendu s'occuper des autres, on va s'occuper sérieusement de soi. Ça m'a beaucoup amusé. Moi, je me suis toujours tenu très à distance de tout ça. Je ne sais pas
J'imagine que dans la salle, il y a quelques-uns qui ont une expérience thérapeutique, pardon. À tort, peut-être. Ça doit venir penser que je suis. Ça doit venir penser que je suis. C'est pas grave. Et donc, je suis prof. J'oublie une chose tout à fait importante, je suis 74, 27 décembre 74, il y a un enfant qui naît, et là c'est le plaisir de sur la nature. Je suis prof. Mon chef d'État. Alors, mais face. 74, outre la naissance de Mathieu, outre la révolution de juillet, ce va être cet été, certains doivent s'en souvenir, où toutes les maisons centrales montent une pavillon. Il y a des mutineries dans toutes les prisons de France, sauf peut-être exception, qui brûlent, ils brûlent leur matelas, ils foutent le feu, on voit les toits brûlés aux actualités le soir sur la télévision, tout le monde a le chapeau. Et c'est très lié avec ce que je vais dire après, que je ne vais pas trop déflorer, parce que ça, pour moi, c'est une expérience indélébile. Mon chef d'établissement demande à me voir et me dit, vous savez que la maison d'arrêt a été vidée des détenus qui s'y trouvaient et qu'elle devient quartier de sécurité, quartier de haute sécurité. Pour être, on va dire PHS, parce que c'est ce qu'on a gardé dans la tête, un quartier de haute sécurité, c'est un quartier dans une maison centrale plus vaste. Là, c'est une MSR, une maison de sécurité renforcée, parce que c'est tout l'établissement qui est transformé en QHS. Ça ne change rien, évidemment, au régime. Alors, de quoi il s'agit? C'est que Giscard, qui vient d'être élu, suite à ce phénomène, va faire deux choses. Un, dire solennellement que mais le dire, il n'écrit pas. Dire que la prison, c'est la privation de liberté, mais pas plus. Ce qui est intéressant de savoir, si c'est singulier ou pluriel, liberté. Parce que ça ne veut pas dire forcément la même chose. Je pense que c'est liberté au singulier, c'est-à-dire d'aller et de venir. Deux, nommer une secrétaire d'État à la condition pénitentiaire, Mme Dorlac, une magistrate soudainement est bonne, et qui va modifier le régime pénitentiaire en créant, à partir des maisons centrales, les centres de détention, c'est-à-dire des régimes assouplis allant progressivement vers la sortie. Et pour tous ceux qui ont été les meneurs des révoltes, donc les plus politisés, les quartiers de sécurité, qui vont bénéficier, si j'ose dire, d'un régime de surveillance particulièrement et de conditions de détention particulièrement dures. Mais ça, j'y reviendrai. J'ai hésité à dire dur, parce qu'il y a au moins une chose qui n'existait pas dans les QHS, c'était la surpopulation carcérale. Là, je peux vous dire qu'il n'était pas plus qu'un détenu par cellule. Et donc, pourquoi je connais bien le sujet? Je reviens à mon patron, lui qui me disait ce que je vous disais, et donc ça devient... Et la direction régionale de l'administration pénitentiaire m'a demandé si je ne pensais pas à un professeur dans la discipline soit les lettres, bientôt ouverte aux sciences humaines, à philosophie, pour aller enseigner vendredi à Plestin. Et il me dit cette petite phrase, vu le profil qu'on m'a donné, je ne vois que vous. Je ne vois que vous, quelque chose comme ça, tout ça. Bien. Je sais très bien que l'on ne va pas en prison sans des renseignements libéraux. Je suis, compte tenu de tout ce que je vous ai inventé, tout ce que je ne vous ai pas raconté, c'est peut-être dans le livre connu comme le blanc par les renseignements libéraux. Et je vois des copains, de toute façon, je dis oui, mais ça va être non. Et je reçois très vite un appel du directeur de la prison qui me dit venez me voir, je veux que vous commenciez vendredi prochain. Les détenus viennent d'intégrer, puis un mouvement bizarre, c'est un rapport à une conversation plus personnelle. Il se trouve que
que Bernard a connu Roger Nobel-Peace, mais il y a deux grandes figures quand même. Il y a Roger Nobel-Peace et évidemment Pierre Goldman. Figurez-vous que Roger Nobel-Peace, Pierre Goldman et ceux que je vais connaître ont été amenés à la maison de sécurité pour cette issue. Et dans la semaine où j'ai pris des fonctions, alors qu'ils ont été retransférés, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, je ne vais pas les croiser, alors qu'ils étaient là depuis peu, mais qu'ils étaient là. Donc on est pressé. Et puis il me dit, évidemment, il va y avoir une enquête des renseignements généraux, mais vous savez, ça va être shit. Venez en attendant. Alors je ne vais pas pouvoir vous donner de pages, je crois que ce n'est pas venu, mais vous en trouverez, les gardiens nous connaissent. Bon. Et donc j'ai commencé comme ça. Il y a parmi les... C'est qui cette population? Parce que très vite, vous savez, on ne demande pas, on ne leur demande pas en même temps, très vite, ils parlent de leur histoire. C'est clair, vraiment, même s'il faut faire attention aux manipulations, ce sont tous des braqueurs. Des braqueurs. Et qui, pour résumer, c'est, d'accord, on aura passé la majorité du temps de notre vie en prison, et quand on n'est pas en prison, on ne s'emmerde pas avec un SMIC improbable. Et puis, les règles sont claires. Nous, on attaque une banque, il y a d'un côté, il y en a au téléphone, d'un côté, il y a tout, on est armé, c'est au plus malin de s'en sortir. C'est clair. Nous, pas de braqueurs, pas de pointeurs. Les pointeurs, c'est les proxénètes. Pas de pointeurs, pas de gens qu'on fait rôtir les pieds d'une petite vieille pour piquer ça. Non, vraiment des braqueurs. J'ai pu me vérifier, c'est sur 7-8, au milieu de ceux-là, il va y avoir une figure très particulière qui va écrire un livre, Charlie Boer, qui va écrire Fracture des chiffres, vous le trouvez sur une librairie, ou en tout cas regardez sur Amazon. Voilà. Comment je m'en sors pour la sécurité? Pourquoi ça va être... Vous devez bien vous douter que c'est extrêmement intéressant. Je ne sais pas vous faire ces choses dans ce livre parce que maintenant il y a prescription. Oui, je disais attention à se faire manipuler. Qu'est-ce que je fais, moi, jeune homme, quand je suis jeune, quand, évidemment, il y a de l'empathie pour ces hommes. Quand je sais, par exemple, si je vais pas raconter ce que j'ai raconté hier soir, même si ça peut paraître niais, il y en a un qui s'appelle, dont l'histoire... Est-ce que vous avez vu le film Le gang des otages de Molinaro? Vous vous souvenez, l'évasion chez le juge d'instruction de Paris, la vraie histoire où certains peuvent se souvenir de la voiture qui est là devant le palais de justice quand elle tourne, le moteur allumé, et donc c'est la bagnole qu'on va leur donner, c'est lui avec sa femme. Tant pis, je vais faire sortir des choses, c'est une histoire absolument incroyable. Lui, il est venu, il comparait devant le juge d'instruction, elle comparait libre. C'était l'époque où les femmes mettaient c'est pas des ceintures, mais c'était des ceintures quand même, des choses très larges. Vous voyez, on est sous latex, en cuir souple, je ne sais pas trop ce que c'était. Vous vous souvenez bien de cette mode-là. Et donc, Evelyne Segar va dire au juge d'instruction, monsieur le juge, est-ce que vous m'autorisez d'embrasser mon vase? Et le juge va dire oui. Faut attendre le jour raconter. Disait jour, Georges Segar. Et elle se colle à moi. Non, Dieu, je les sens. Le savait-il, ça la craque. Mon histoire, la suite doit trop limiter. Celle que je voulais... Je peux raconter comment se termine leur carrière. Évidemment, les flics, il appartient au milieu du grand banditisme. Et les flics, comme dans les films, ils appellent machin, truc, bidule. Quand lui va appeler... Bidule, justement, Bidule va faire comprendre que tu comprends, Georges, c'est difficile, très bien, une drogue qui ne va pas trouver le temps. Et l'histoire va se terminer au bout de 48 heures, 3 gouttes de pluie. Très bien dans le film de Molinaro. Il se retrouve dans le 16e arrondissement. À l'époque, il n'y a pas les grands portails, vous avez été fermés avec des trucs. Et quand on fout dans une voiture dans une course, ça ouvre le portail, craque, fermé derrière. Il y a une fille qui sort avec une Mini Cooper qui laisse sa portière ouverte. À l'époque, on n'avait pas peur de se tourner son moteur et de faire fermer le portail parce qu'il vient de sortir. Et il se précipite pour lui piquer sa bagnole. Lui et la fille qui est beaucoup plus résistante qu'on pourrait croire. Elle s'accroche à sa bagnole, elle hurle, elle ne cesse pas faire.
passe un panier à salade, s'arrête, voit qu'il se passe quelque chose. Et Joe, qui n'en peut plus, dit au chef du carré de police et lui dit « Fais gaffe, je suis Joe Segar ». Et le futur répond « Et moi, je suis pas. » Fin d'histoire. L'autre histoire sur Joe, je vais pas la raconter, parce que je sens qu'il faut passer aujourd'hui. Mais quand je disais donc voilà, c'est des gens évidemment extrêmement attachants. Mathieu était tout petit, mais quand je rentrais le vendredi soir, je n'étais pas là. Sortir de la prison dans ma tête, c'était terrible, parce que il se trouve qu'il y aura des prises d'otages. Et d'ailleurs, j'étais le seul prof au chef de France. Et l'expérience s'est terminée parce que je n'ai pas rempli mon rôle. Souvenez-vous la petite phrase, tu le profiles en Tianou, c'est bien un parfait gauchiste. Aller faire toute la révolution avec eux en chambre, l'essentiel, c'est que ça fonctionne comme une soupape. Et là, ça n'a pas fonctionné puisque peut-être jusqu'au bout, c'est prise d'otage. Alors, peut-être vous parler un peu de ça, mais premier moment, ils me disent. Écoute, est-ce que tu accepterais quoi? Je le sais, les attachés pieds à l'époque. Est-ce que tu accepterais de recevoir le même attaché Est-ce que tiens, mais avec un microphone, on te jure, il faut ça, mais il n'y a pas de temps. Et donc, tentative d'énergie. Et tu nous donnes ta réponse la semaine prochaine, et si tu lui dis non, on t'en reprendra. Eh bien, figurez-vous que j'ai hésité. Et que c'est sans doute parce que j'avais une famille, parce que j'avais un enfant, parce que je sais pas quoi, et parce qu'aussi je pensais que ça serait un massacre. Que la semaine suivante, j'ai dit, et effectivement, il ne manque rien. Sauf, il y a eu une autre histoire, où là, je vais dire oui. Il s'agissait de soustraire de tentative d'évasion depuis la salle de ping-pong, qui n'était pas sécurisée, ça regarde toujours quel est le point faible. Et surtout quand on est condamné en QHS, et certains à perpétuité, il faut quand même savoir, de quoi on parle, c'est pas des gens qui ont un patient de 5 ans, avec peine de sûreté, voilà. Il y avait un d'entre eux qui s'appelait Anton, c'était le plus ancien des France, je suis combien de décennies qui était en prison, je me souviens même. Il n'a non plus pu savoir à quoi ça ressemblait l'extérieur. Il y en avait un qui avait été pendant 3 ans à l'isolement total par bande, c'était un Corse. Il avait perdu l'usage de la parole, et quand il l'a renouvelé, petit à petit, il était dégueu. Ça vous dit les choses quand même, cette espèce de violence aussi institutionnelle. Et donc, ce à quoi je vais dire oui, c'est ils ont, je suis totalement du coup, quelqu'un doit balancer par-dessus la coursive, du côté de la salle de pont une arme, vraie ou fausse, je ne sais pas, et ils doivent péter la fenêtre, sauter dans la cour, attraper, voilà. Sauf que quelques jours avant, et avant mon cours, le directeur de la prison nous leur dit on est en train d'achever, à mon avis, il y a eu on est en train d'achever la sécurisation de l'établissement, et vous n'aurez plus accès à la salle de ping-pong jusqu'à moi. Voilà. Donc le type a balancé on va le trouver, et il n'y aura personne, si tant est qu'il n'ait jamais pu y avoir. Et donc ils vont me mettre à la providence. Et vont me dire, ça devait se passer samedi à 15h, je crois. Est-ce que tu es d'accord? Il faut empêcher le truc. Je ne sais pas pourquoi je ne pouvais pas entrer en contact avec la personne, je ne pouvais pas entrer en contact avec la personne. Et donc j'ai monté avec toute une série de copains. La maison était dans un quartier, la prison était dans un quartier pas très chaud, vous voyez, un samedi après-midi, c'était allé tranquille. Mais quand vous avez 2 groupes d'amoureux qui sont là à se bisouter, là, pratiquement contre le mur d'enceinte de la prison, que vous avez 2 mecs en train de fouconner sous les capots de leur voiture, des stades imaginaires, qu'il y a 3 mecs qui sont là à faire pisser leur chien, on peut imaginer que celui qui est, je te dis, c'est armiste.
Donc, moi, je ne suis pas. Bien sûr que je ne suis pas, puisque je suis connu par les bâtons qui sont dans le mirador, tu vois, qui sont derrière, qui foulent. Et débrief vers 17h, il n'est passé personne. Puis ils me disent correct, si, il y a bien quelqu'un qui est passé en mobilette, qui est passé 2 fois, qui a mis les gaz et qui est parti. Et je suis vrai, c'était par la description qu'il m'avait faite, c'était le frère. Donc, ça, j'ai accepté de le faire. Et donc, une chose importante, enfin, pour vous dire que c'est compliqué, tout ça, mais ça m'a tellement... Un jour, il y en a un qui s'appelle Daniel de Brielle, qui, on peut dire à l'époque, le roi d'évasion, s'était quand même évadé d'une maison d'arrêt. Alors, il était le seul en préventive, en QHS, ce qui était quand même, il était au Mighty Loaf, c'était condamné, même si c'était tiré chez lui, c'était quand même. Mais là, il avait le statut de président. Il s'était échappé de la maison d'arrêt avec un bras dans le plâtre. Il avait fait ça, etc. Et donc, le directeur de la prison m'appelle et me fait savoir que je n'aurai pas Daniel de Brielle parce qu'il est puni. Donc, 8 heures. Je pose pas de questions. Évidemment, avec la porte est fermée, qui nous enferme, moi et on parle. Ça, il me parle de ça. De Brielle est puni parce que non seulement il s'était évadé, il a trouvé le moyen incroyable dans un QHS de faire entrer, forcément, quand il les avait avec lui quand il a été amené, sinon on ne voit pas comment, des lames de sang. Donc, fouille de sa cellule, il a eu une défaillance, elles ont été trouvées. Et donc, il est mis au mitard. Et la semaine suivante, je suis, quelle n'est pas ma surprise de voir qu'il est là. Alors que ça aurait dû 40 prétoires, 40 jours de mitard, vous voyez, l'administration, comment dire, le tribunal interne à l'administration pénitentiaire, c'est-à-dire qu'un juge qui comporte l'administration pénitentiaire rajoute des peines à la peine prononcée par M. Immobilier. Et donc je suis extrêmement surpris. Ce qui s'est passé, c'est que le directeur de la prison était un homme de vieille école. Je ne sais pas pourquoi ça me gênait d'avoir de Brielle plus tard. Il est descendu voir et lui a demandé d'homme à homme de Brielle se dans la BDX. Oui. Évidemment, il m'a sur le cœur que non. Et puis, quand il est là, je ne pose pas trop la question. Pas un sourire, pas je ne sais quoi exactement, je sais parfaitement qu'il m'a fait. Et il va se passer, mais après, je ne parle plus de la prison parce que je vous laisserai quelque chose qui va m'impliquer très, 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 très fortement. Quelque temps plus tard, il y a une prise d'otage dans l'atelier. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'évidemment, Daniel de Brielle, qui appartenait à cet atelier, il travaillait, il avait du travail il cousait des sacs, de la toile de jute pour faire des sacs de pommes de terre. Ils avaient des ciseaux, etc. Et ils étaient enfermés dans l'atelier, le gardien restant à l'extérieur. Et s'ils sont mis là. Voilà. Sauf c'est exactement ce qui s'est passé l'autre jour. Vous savez, la prison d'Évreux, cette affaire tragique, il a commencé à scier, puis là aussi ils ont commencé à scier, puis c'était juste une gadget. Sauf que ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'on voit dans les films pourquoi le gardien passe la clé sur les barreaux. C'est quand un barreau a été scié, ça fait donc ils savaient que de toute façon, au moment où ils sortaient de la prison, il y aurait le contrôle habituel, et la tentative de péter les barreaux serait découverte. Vous ne savez pas mon âge. En tout cas improvisé. Enfin, je ne sais pas, je ne connais pas l'histoire en détail, évidemment, ce qui s'est passé. Et ils vont prendre en otage, pour se faire ouvrir la porte, le gardien, qui
alors, on va y avoir des négociations, le GIGN, etc. Le GIGN va réussir à les faire entrer dans la porte après des heures et des heures. Vous savez, le GIGN est un négociateur, donc voilà, il crée des espèces de relations, il joue sur la fatigue, sur le machin. Et ils vont investir l'atelier avec des gaz capacitants extrêmement puissants. Et le gardien va être effiloché. Mais devant la cour d'assises, il dira qu'il est convaincu que c'est superficiel, que c'est la conséquence que c'était pas volontaire. Vous imaginez, parce qu'évidemment la question était, est-ce que c'était un début de passage à l'acte? Question minimale, enquête de la police judiciaire, vous devez bien lutter. D'où elle vient, c'est un Dieu aussi. Le directeur de la prison sait parfaitement d'où elle vient là. Les autres élus savent parfaitement d'où elle vient. Je sais d'où elle vient. Mais la vérité ne peut pas se dire. D'abord parce que les élus n'iront jamais. Pour une fois qu'il y avait un acte, on pourrait dire humain, c'est pas vrai, ne vont pas les casser, alors que le GIGN a protégé les mutins des bateaux qui les ont massacrés dans la cour. Et en particulier le directeur de la prison, qui était évidemment, qui comprenait à quel point il s'était fait avoir. Évidemment que les soupçons se sont en partie portés sur moi. Là, comme par hasard, je vous dis qu'on donne un détail, comme par hasard, qu'est-ce qu'elle était devenue, l'enquête des renseignements généraux? Eh bien, jusqu'au lendemain de la prise d'otage, elle n'était jamais revenue, l'enquête des renseignements généraux, comme par hasard. En fait, il avait gardé, il savait très bien qui j'étais, ils avaient décidé que ce serait ça, ce monde-là. Ça n'a pas fonctionné, et je suis viré. Et là, monsieur, à la conférence de presse, je lui ai adopté les organisations syndicales, parce qu'il est évident que ça veut dire quelque chose, on dirait, dans ces circonstances, alors qu'il y a une enquête. Et ça, je vous le raconte quand même, parce que c'est pas très appris par moi. J'aimerais que la deuxième partie du livre soit bon, voilà. Alors, j'ai parlé de Charlie Boer. Non, parce qu'elle est... Non, je n'ai pas parlé de Charlie. Je vous ai parlé d'un détenu particulier qui va devenir, c'est pour ça, le lieutenant de Messrine, au moment où Messrine sera assassiné, exécuté par des Clignancourt. Mais ça, je ne vous raconte pas cette suite d'histoire. Je voulais juste tout de suite couper la chicsure. Oui, je serai. Oui, il y a peut-être la fin de cette histoire. C'est que finalement, à quoi va-t-on conclure? Évidemment qu'il y a toujours des gardiens qui magouillent avec des détenus, qui achètent des trucs dans un manque de peau. Il y avait un gardien particulièrement pas malin, qui avait quand même des mouvements sur ses comptes bancaires vraiment suspects. Il a été muté, alors le mec il était strictement pour rien. Et moi, j'étais soupçonné, le juge d'application des peines que je connaissais m'avait prévenu, j'étais pas soupçonné pour des raisons idéologiques, mais pas peut-être qu'on avait vérifié les comptes bancaires, ça je ne sais pas. En tout cas, je n'étais pas suspecté d'être vénal, ça m'a quand même fait chaud au cœur. Je la raconte pas, cette histoire incroyable de Charlie, et toute cette histoire extrêmement compliquée. Tout d'un coup, je me retrouve quelqu'un que j'ai aidé à sortir dans des logiques de préinsertion, qui s'éloigne, qui disparaît. Et enfin, on a juste un point. Je lui ai trouvé du boulot dans une librairie, et puis il se trouve que, je ne vais pas vous raconter pourquoi, mais aussi une femme qui est tombée amoureuse folle de lui, sans moi ils ne seraient pas rencontrés, mais bon, je n'étais pas prévu non plus que ça se termine comme ça. Donc il présente il a un juge d'application des peines qui les connaît très bien, qui milite depuis longtemps pour qu'il sorte. Il a je ne sais pas combien d'années de prison et je ne sais pas combien d'années de TPS, des peines particulièrement surveillées, même avant les QHSE. Donc, veut le faire sortir. Là, il a une stabilité affective avec quelqu'un qui est une enseignante, fille d'officier. Voilà. Il a un boulot. Jusqu'au moment où mon pote frère qui l'a embauché m'appelle et me dit: sais-tu où est Charlie? Je lui dis: non, je ne l'ai pas vu depuis. Moi, ça fait des semaines, c'est toi qui devrais savoir.
Il dit non, et ça fait un certain temps qu'il ne s'est plus présenté à la librairie. J'ai eu un appel du JAP, des applications des peines, qui m'a dit, j'espère pour lui qu'il est en Amérique latine. Donc, je monte chez eux, j'approche de chez eux, je n'ai même pas besoin de franchir le hall de l'immeuble, je vois à quel point la boîte aux lettres. Je dis eux parce que la femme dont je parlais, mais ça, vous me direz si ça vous intéresse, la boîte aux lettres des gueules de tout disparu. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, lui est tout petit, on n'était pas si petit que ça quand même. On est en Bretagne avec sa planche, à la Toussaint. Il pleut, je viens très bien, je vais me promener sur la plage, je parle et se faire ennuyer, donc il écoute la radio, et c'est le flash de 18h, l'annonce que Bessuil et Sylvie Jean-Jacques, ça ne pas, ont été exécutés. Et ils l'ont et que son complice, et elle me dit, j'ai cru comprendre ce déjà. Et à l'époque, il n'y a pas les trucs en continu, il faut attendre le journal de 19h, l'heure a été longue, et oui, c'était absolument charmant. Et cette fille de militaire qui n'avait même pas jamais traversé une fois en dehors des passages cloutés avant de rencontrer Charlie, qui se retrouve elle aussi, fichée, grand bon, bref. J'arrête. Alors, je voulais juste dire une petite chose. Cette histoire, je reviens sur le côté, Charlie a été transféré à Fresnes, n'est pas impliqué dans la prise d'otage. Il faut rappeler qu'il a été transféré. C'est important parce que ça devient un moment de l'histoire qui se dissocie. Mais, quid ils sont passés évidemment aux assises de Paris. Et j'ai été un des très rares témoins de face. Car s'il y a eu des témoins de moralité, il y a eu aussi, bien sûr, des grands intellectuels, mais le petit prof qui savait ce que c'était que le quotidien de ce type d'établissement, c'est ce que je vais lui dire. Il y avait une avocate, je lui paierai son nom, qui voulait que la cour d'assises se transporte dans un quartier de haute sécurité. Et moi, dans mon témoignage, j'ai tout le contre-pied. C'est-à-dire que vous allez voir des cellules parfaitement propres, un détenu par... Alors c'était déjà sur population comme ça, un détenu par cellule, vous allez voir des... Vous n'allez rien voir. Sauf si quelqu'un vous attire l'attention, comme tout est scellé. Absolument tout est scellé. La tablette, le siège, des grands, des gros, des petits, des maigres, bon, le lit est scellé, tout est scellé, rien ne peut être balancé. Tu cantines un beefsteak, parce que la bouffe est ce qu'elle est. Cantiner, vous savez, c'est commandé, sauf que c'est une fourchette en plastique, un couteau en plastique, des parfs, c'est les dents qui cassent, c'est une cramogène, beefsteak avec les mains, donc ça c'est grand. Et sur une, pour moi c'est un symbole, et d'ailleurs, j'ai eu l'honneur d'avoir la une de Libération, une espèce de retour des choses. Quand on fabrique des fauves, il ne faut pas s'étonner qu'ils agressent. J'avais dit ça dans mon témoignage. Et l'image du fauve, c'est la cellule, c'est une très grosse porte, évidemment, qui ouvre sur la coursive à l'extérieur. Vous avez, même moi, ces coursives à chaque étage, comme ça. Et puis les filets anti-suicide dans le vide. Et ça, c'est l'extérieur de l'épaisseur du mur. Et l'intérieur de l'épaisseur du mur, il y a une grille qui ouvre dans l'autre sens. Autrement dit, le maton, quand il ouvre, ne peut pas être agressé, puisque lui, il y a de l'autre côté, une grille. Mais on avait fait mieux. C'est qu'on avait découpé au sol un guichet, comme ça, qui était le passe-plat. C'est-à-dire, on ouvrait la porte, on était face à la grille, on n'avait pas besoin de faire la grille, on ouvrait le guichet, crac. Vous avez déjà vu nourrir des fauves dans une ménagerie, c'est pas comme ça. Donc, ce qui était terrible, c'est qu'on sentait que cette tension très forte de la peur réciproque. C'était l'équilibre des peurs. Au fond, dans le monde, il y a tellement de situations où il y a l'équilibre des peurs. L'équilibre des peurs. Les surveillants avaient peur des détenus,
et les détenus avaient peur des surréactions des gardiens. Je me souviendrai de cette dernière chose. Un jour, je viens, je vois qu'il y a une atmosphère bizarre, vraiment bizarre. Dès mon entrée dans l'établissement, ce qui s'était passé, c'est que le système d'alimentation d'eau chaude avait pété. Donc, il fallait aller annoncer aux détenus qu'ils n'allaient pas avoir de douche pendant je ne sais pas combien de temps. Mais je vais vous dire qu'ils ne se pressaient pas les bâtons pour aller annoncer. Je voyais bien cette peur que ce type d'incident puisse provoquer. Dans la deuxième partie du livre, là on n'est pas encore arrivé à la fin de la première, mais dans la seconde partie du livre, qui est plus directement consacrée à ton engagement dans le service public de la culture, il y a un épisode qui est particulièrement fort et qui résonne de façon singulière avec l'actualité, qui est l'épisode de la Nouvelle-Calédonie. Tu es envoyé en mission en Nouvelle-Calédonie et tu arrives, tu débarques là-bas le jour de l'assassinat de John Michael, le lendemain de la Sainte-Étoile. Alors, raconte-nous d'abord l'objet de la mission et les enseignements que tu as tirés de cette expérience de 2 ans. Une action singulière, une action culturelle singulière et qui, encore une fois, qui est très, très actuelle. Pour moi, c'était ça aussi un grand moment. Tu en soit. Tu as été moins longtemps que moi. Je sais pas quoi. Oui, mais toi, tu étais un peu parce que tu étais au ministère. Donc, il m'est proposé. Alors, non, il faut rappeler complètement. 87. Pas du tout, je trouve. 88. Les élections présidentielles. Le FLNKS décide de mettre. Alors, il y a un ministre chargé d'outre-mer qui s'appelle Bernard Pons, qui est un fou furieux, pour le savoir quand même, un homme de Chirac. Et il sera aussi pour beaucoup dans ce qui va se passer. Le FLNKS décide de mettre la pression sur les élections présidentielles. Et donne ordre à un certain nombre de ses militants, faire Libération, FLN, Libération, Kanak Socialiste, FLN, KS, vous connaîtrez la fameuse FLN, KS. Ça va consister à un certain nombre d'opérations, dont le fait que des militants indépendantistes désarment les gendarmes de Fayaoué, qui est la brigade de gendarmerie d'Ouvéa. Et alors, c'est le folklore à l'époque, c'est-à-dire que ces gendarmes sont souvent écrevisses, ce que c'est que la plage à Ouvéa, le soleil chaud, mais souvent comme ça, ils étaient, sauf parce que quand même, ils étaient au maillot de bain avec l'arme de service. Mais c'était tranquille. Ce que ce jour-là, les gendarmes voient arriver, c'est un groupe de pêcheurs à qui ils achètent des lances, et il ne faut pas plus important que ça. Sauf que ceux qui s'approchent d'eux sont armés, et vont tenter de les désarmer, et vont d'ailleurs en désarmer un certain nombre. Et un jeune officier de gendarmerie qui vient d'arriver commet l'erreur, je ne sais pas si c'est une erreur, réussit à sortir son arme de service, il va être abattu. Un autre gendarme, je ne sais pas quoi, deuxième gendarme abattu, et là on bascule, non pas dans une espèce d'action symbolique, mais dans quelque chose qui devient compte. Les autres gendarmes vont être faits prisonniers, emmenés comme otages dans la fameuse grotte, la grotte sommet, ici. Et ça va se terminer, comme ça se termine, c'est-à-dire que finalement, il y aura l'assaut. Il y a eu le film de Kassovitz, qui est sur OVA, qui est assez, qui est juste, oui, qui est juste,
il y a le livre de Le Gorju qui était le second du GIGN, qui va jouer le médiateur, qui va nous éclairer beaucoup sur quoi? Sur le fait que la direction de l'EQLKS est complètement dépassée, que les preneurs d'otages vont se servir de lui comme médiateur, notamment vers la direction de l'EQLKS en disant ça va être le bain de sang, intervenez politiquement, faites qu'on puisse sortir des armées. Et il faut bien reconnaître Tjibaou et les autres ne veulent pas, d'une certaine manière, être à la hauteur de la situation, puisque d'une certaine manière, la connexion ne sera pas. Et la suite dans la C, c'est l'assaut, 19 morts, 19 exécutions, quelques-uns sont tués comme ça, mais la grande majorité, il faut le savoir, comme pendant la guerre d'Algérie, je crois que j'ai fait la guerre d'Algérie, ça a été enlevé de bois. C'est-à-dire qu'alors qu'ils étaient blessés et neutralisés de toute façon, on les a exécutés. 19 morts. Dans la coutume kanak, est-ce qu'explique aussi ce qui vient de se passer? N'oubliez pas pourquoi les Kanaks ont refusé de participer au dernier référendum. C'est que, il se trouve que j'étais dans la commission de contrôle des deux derniers référendum. Donc, je suis allé 2 années de suite. Là, la première année, le Covid n'a pas frappé. Donc on est en quarantaine et on rejoint des gens qui ne sont pas atteints par le Covid. C'était un moment assez merveilleux. L'année suivante, le fléau. Et en particulier, je ne sais pas pourquoi, dans les trucs des Kanaks, c'est les violences des Kanaks. Et c'est lié avec ce que je suis en train de vous dire. C'est que dans la culture kanak, dans beaucoup de cultures mélanésiennes et ailleurs, le rituel de deuil est intangible et long. Le deuil dure 1 an. Donc, on ne se fait pas se déplacer pour aller voter. Genre, on met dans le contexte aujourd'hui. Alors, tout le monde le sait, ça. Eh ben non. Il a fallu que Édouard Philippe avait eu l'intelligence de comprendre. Il avait garanti qu'il n'y aurait pas de dernier référendum dans cette période. Et évidemment, qui vous savez, dès qu'on a changé de Premier ministre, pressé, parce que faut de l'action, faut bouger, là, vous savez bien, faut sauter tout ça. Bon. Mais je reviens à la période. Donc, émission. Alors, 88, très important, François Mitterrand est réélu, Michel Rocard est Premier ministre, et l'affaire du dossier calédonien qui est vraiment actif, c'était en gros la situation à peu près qu'on vient de connaître là-bas, un peu moins émeutière quand même, va obtenir les fameux accords de Matignon, où vont se retrouver Jean-Marie Tjibaou, président du FLNKS, et Jacques Lafleur, le leader, mais une certaine stature, même bien qu'il soit fils de Bagnard, il faut connaître l'histoire du territoire. Enfin, descendant de Bagnard, pas fils de Bagnard, je ne sais pas si je fais. Bref, il est arrivé sur le territoire parce que tout ça. Enfin, il est né sur le territoire parce que son arrière, je ne sais pas quoi, était arrivé et fait au pied. Ils vont sceller cet accord historique. Ça va coûter très cher, d'ailleurs, à Tjibaou, le fait d'avoir serré la main naturelle. Parce que lui, il a fait. Il met la base à absolument pas un contexte où c'était. Et qui renvoie notamment à 98, ce qui va s'appeler les accords de Nouméa, sur lesquels je vais revenir après, mais c'est très lié. C'est donc une période qui s'ouvre en 88 et qui, 10 ans après, est censée se refermer, comme je vais vous l'expliquer dans un instant. Et donc, une loi référendaire est promulguée, et ces référendaires, on doit aller voter pour les référendums. Nous tous, vous avez vu les uns et les autres avec le DFS qui a côté à l'époque, pour ou contre ce nouveau statut. Moi, je me souviens d'aller voter, vous savez. Je pense que là, il y a dû y avoir un taux record d'abstention parce que au fond de ces années, je ne suis pas sûr qu'on était passionné par la question de la qui prévoit la création de l'agence de développement de la culture kanake, ADCK, agence de développement de la culture kanake. Et Tjibaou demande à ce qu'il y ait quelqu'un, profil, cadre du ministère de la Culture. Il choisit quelques personnes qui ont été proposées sur leur profil, pour venir les accompagner sur comment concevoir, penser cette agence. Évidemment, il y a des quantités en France d'éminents chercheurs, l'immense anthropologue Alban Bensard,
m'a parlé hier soir, il est décédé, qui m'a apporté contact sur ma compréhension minimum de la société kanak et en général la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, c'est formidable. Vous arrivez, vous pensez que vous avez compris un certain nombre de choses, vous êtes sûr à peu près d'un certain nombre de choses, 6 mois après, vous savez que vous n'avez rien compris, donc rien. Bien. C'est tellement compliqué de comprendre. Et donc, c'est moi qui vais prendre la pour Nouméa. Nous sommes le 4 mai 89, et ça coïncide avec la levée de deuil d'Ouvéa. Et le haut commissaire, c'est-à-dire l'équivalent du préfet qui était un homme, que mon nom croise rarement enseigné. J'ai aimé cet homme. Il a été maire de Rochefort après. Il s'est engagé politiquement, c'était inspiré des comptes, remarquable. Voilà. Oui, cet homme a exercé sur moi une fascination que j'ai du mal à. Non, pas un préfet. Et bref, je le saurais par lui, puisque quand j'arrive, j'ai eu le lendemain, j'ai dit, oui, quand. La levée de deuil, c'est quoi? C'est pendant 1 an. Le deuil, c'est. Et puis, au terme de l'année, pile poil, il y a la cérémonie de levée de deuil. Et ça veut dire aussi que si tu as agressé ma sœur, qu'elle en est morte, tu peux me croiser pendant l'année. Mais pile poil, le jour de la fin du deuil, qui correspond à la levée de deuil, faites vraiment attention à Elisabeth. Et c'est exactement ce qui va se passer. Jean-Marie Djebaou était invité par les autorités. C'est gravissime ce qui s'est passé dans nos écoles. Pourquoi? Les dirigeants du FNKS sont invités par les autorités coutumières à la levée de deuil. Les autorités coutumières, c'est elles qui portent la tradition de la voiture. Il y a des grands chefs, des petits chefs, et quand vous êtes invité par le grand chef, vous êtes sous la protection absolue du grand chef. Et tout le monde respecte ce qu'on appelle la coutume. Mais il n'est pas tranquille. Djebaou, il sent bien, il sait au fond de lui-même que l'année précédente, je vous ai raconté. Mais évidemment, il ne veut pas se dérober. Il en parle au commissaire qui a le réflexe de lui dire je peux évidemment, s'il vous mettre quelques titres du GIGN. Il n'est pas question. Il y avait la garde du corps. Non, j'ai une garde du corps. Et donc, ce qui va se passer, c'est que l'ensemble de la cérémonie va se produire. Il y a à la fin de la cérémonie, tous ceux qui participent à la cérémonie font une espèce de cercle comme ça, tournent comme ça, clac, pour venir parler aux autorités, c'est-à-dire évidemment à Djebaou et Yewede, qui était le numéro 2 du FNKS. Et quand va arriver un pasteur du FULC, le FULC c'était la formation la plus à gauche, je dirais, la plus révolutionnaire, la plus radicale, enfin, du FNKS, un front par nature, il y a plusieurs composantes. FULC, ça voulait dire vraiment une des composantes. Donc ce pasteur, Djoubeli Bouéa, leader du FULC à Ouvéa, il porte souvent des petits sacs en paille de cocotier comme ça autour du cou, va arriver devant Djebaou et Yewede, va sortir un notaire et va tirer sur une d'eux et il va se faire tuer par le garde du corps de Djebaou. Donc on est 4 mai on est 4 mai 89 à 22h. Il doit être à l'escale de Jakarta. À l'époque, on est 28h pour aller à la Nouvelle-Calédonie. Rien à voir avec les Antilles où il arrive 28h. Et quand j'arrive, il y a quelqu'un, vous avez sans doute connu ma réputation, parce qu'il a fini, dans quoi il est allé se foutre, parce que il s'agit de Jean-François Caraco, qui était ministre des Outre-mer, il était sous l'autorité de Darmanin, qui était aussi préfet de la région de France, il avait connu. Il est à l'époque le secrétaire général adjoint du territoire, c'est lui qui vient de chercher à l'aéroport, je ne connais pas. Mais je vois tout de suite, au côté, à la mine un peu grise, je ne sais pas comment vous dire, sur un jeté de sang d'un type qui est là, que je trouve bizarre, parce que tout de suite je me dis, qu'est-ce qu'il a suivi? Je comprends que c'est lui, mais il n'a pas dormi. On a des emmerdes.
Jean-Marie Chibaou s'est périmé, assassiné, ce que je savais évidemment comme grand bord, mais qui n'a pas communiqué à la cabine. Et voilà comment j'ai regardé le jeu de rôle, je me suis dit, il n'est pas encore reparti. Et je suis resté le temps nécessaire. Parce que je voudrais dire sur la période actuelle, pourquoi je suis resté essentiellement? Parce que j'ai rencontré une femme absolument merveilleuse. Ça a été compliqué qu'elle trouve sa place. Une certaine Marie-Claude Chibaou, veuve de Jean-Marie Chibaou. Mais oui, les Kanaks sont parfaitement machistes comme à peu près toutes les sociétés, même si la société kanak est non pas une société patriarcale, mais une société matriarcale, que nous expliqueront les anthropologues, mais repatriarcalisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le géniteur va, avec son petit sperme, dans la tribu kanak, il faut pratiquement rien. C'est la mère qui compte, parce que c'est elle qui a porté l'enfant, et c'est elle qui élève l'enfant. Mais si la mère a un frère plus âgé qu'elle, c'est l'oncle maternel et l'autorité qui s'impose aux enfants. C'est plus vraiment la mère, c'est l'oncle. Et comment dans une tribu, vous reconnaissez l'oncle? Vous êtes là avec un jeune homme, par exemple, qui est près de vous, et tout d'un coup qui se tourne pour ne pas voir celui qui passe là. Et c'est un signe de respect. C'est donc paternel qui vient de passer pour un. Donc, pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit ça? Marie-Claude, oui, donc Marie-Claude. Je vais rester parce que Marie-Claude est l'agence. Marie-Claude, ça c'est elle qui va et la création d'agence. Donc, il va falloir créer l'établissement. Il va falloir des représentants, des composants, et c'est là que je vais vous montrer le machisme des mecs. Donc, il va falloir construire le conseil d'administration, dont on est d'ores et déjà convaincu, nous, en d'État, que la personne qui doit prendre la présidence de l'agence, c'est Michael. Et puis, heureusement, j'apprends, ça fait quelques semaines que je suis là, j'apprends que, il faut savoir que la Nouvelle-Calédonie a un statut particulier, c'est un territoire, qui d'ailleurs a un gouvernement qui a un certain degré d'autonomie par rapport aux organisations, et est organisé en 3 provinces à l'intérieur, qui sont en fait les vrais lieux de décision les plus importants. Le gouvernement, vous savez, par les règles de subsidiarité, le gouvernement du territoire, c'est plutôt ce que nous ne devons pas traiter les provinces. Les 3 provinces, les provinces. Donc, la province sud, non indépendantiste, blanche, possible blanche, tout ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de Kanaks et beaucoup de Wallisiens. Sachez que la plus grande commune de Wallis et Futuna, c'est Nouméa. Il y a beaucoup plus de Wallisiens expatriés en Nouvelle-Calédonie que restés à Wallis et Futuna. Et évidemment, archi anti-indépendantiste. Souvent armé jusqu'au bout. Voilà, il y a une haine qu'il faut savoir mesurer, dont on se rend compte là tout de suite. Et 2 provinces, la province du Nord et la province des îles Loyauté, Ouvéa, Marais, Lifon, Tiga, indépendantisme néo-kanak. Donc vous passez en gros d'une ville où vous avez toutes les enseignes de fringues que vous pouvez trouver ici. Quand vous basculez, si je puis dire, dans la province Nord, oui, il y a des petites cités, mais l'essentiel c'est la guerre. Et donc j'apprends que la province Nord et la province des îles Loyauté vont présenter un candidat à la présidence au conseil d'administration d'abord pour prendre la présidence. Bref, c'est pas mal. Et l'actuel président de la province sud, j'en ai parlé, il va jouer sa carte de manière très maligne. Il estime profondément Michael, et puis il estimait aussi, mais même si c'était son adversaire, profondément de Weisslaut. Il a dit, moi, je présente Madame Jibaou
au conseil d'administration. Parce qu'il fallait d'abord être administrateur. Évidemment, il n'est pas question pour Marie-Cour d'accepter. Je vois Bernard Grasset, il est commissaire, et je lui dis, c'est à votre niveau là, c'est pas moi. Vous faites le nécessaire, vous l'invitez à dîner, je ne sais pas de conseil. Mais c'est vous qui devez emporter le morceau que l'État, c'est beaucoup plus acceptable, c'est entre guillemets, parce qu'à l'époque, l'État osait être neutre en Nouvelle-Calédonie, ce qui n'est absolument plus. Oui. Et bien évidemment, les représentants de la province Nord et de la province Sud, et de la province des îles, quand elle a été au conseil d'administration, ont voté comme tout le monde comme un seul homme pour sa présidence. C'est complètement fou, non? Mais elle en a été meurtrie que ce ne soit pas ses frères et sœurs, pas ses frères, pardon, ses sœurs sont en rose, ses frères qui l'aient présenté. Bien. Alors, je parlais de 98, c'est quelque chose qui m'a traversé l'esprit que je n'ai pas perdu. 98. Il va y avoir, d'abord, 88 va créer les conditions de la paix. Quand j'arrive, c'est assez rigolo, et que j'ai une réunion en tribu, enfin en brousse, en disant, c'est-à-dire, je sais pas, dans une mairie, elle n'est pas en tribu, vous voyez, j'ai un bâtiment, en gros, la tôle et des partages, c'est une mairie, et qu'il y a une réunion politique importante, et que je suis un peu en retard, c'est m'arrivait. Compliqué, la route, il faut éclater plusieurs fois avant d'arriver là où on doit arriver, parce qu'il me réunit trop le joie comme ça. Je savais toujours qui était là. Parce qu'il y avait des types dehors, et je les connaissais tous pas. Mais tous, c'était les gardes du corps. Les gardes du corps de machin, de machin, de machin, de machin. Et je savais par les gardes du corps si machin était arrivé ou non. C'était ça, c'est moi. Vraiment. Et tous, évidemment, des petits gilets, où ça vous fait bien. Vous voyez, oui, je veux dire là. Pourquoi j'ai mis ça? Je ne sais pas. Attends, si. 98. Donc, c'est ce processus de paix qui se construit jusqu'au calage institutionnel, parce qu'il a fallu se donner du temps, qui s'est apporté sur quoi le gel du corps électoral aux élections provinciales. C'est-à-dire, quiconque est sur le territoire, installé sur le territoire, peut voter évidemment pour présidentiel, au municipal, au législatif, et les élections provinciales, c'est elles qui sont en capacité de modifier l'avenir institutionnel. Donc, je rappelle que la Nouvelle-Calédonie figure sur la liste de l'ONU sur les territoires décolonisés. C'est à moi qui l'invente. La France, évidemment, toujours se démerdant pour empêcher certaines résolutions, puisqu'elle a le pouvoir de déblocage par son vote. Et que les Kanaks, 99%, ne sont pas indépendantistes, ça veut dire ce que ça veut dire, et que, bien évidemment, on ne va pas leur refaire le coup de la colonisation de peuplement du temps du bagne, puisque ça a été un territoire de colonisation de peuplement, c'est que délibérément, on a envoyé tout ce qu'on ne voulait plus pour constituer une économie à la française sur ce territoire qui avait été colonisé à la moitié du 19e siècle seulement, il ne faut pas oublier, à la différence de toutes les... C'est une histoire très courte et d'une violence inouïe. Bien. Et donc, on ne va pas leur refaire la colonisation de peuplement éternellement. Vous comprenez bien que le corps électoral doit être figé pour leur donner une chance un jour d'être majoritaire sur la guerre institutionnelle territoire. Donc, ça a donné quoi? C'est que quiconque est sur le territoire avant 98, est installé sur le territoire en 98, devra justifier de 10 ans de présence en Nouvelle-Calédonie pour avoir le droit de participer à ces votes portant évolution de la réalité institutionnelle du territoire, alors censé aller encore une fois, à l'indépendance. Ça veut dire quelqu'un qui est arrivé chez n'importe quoi, en 98, qui arrive à 97, et en 2007, il pourra voter. Mais quiconque arrive après 98 ne pourra jamais voter.
ça a été l'accord comme des reins, si vous voulez, entre les non-indépendantistes, représentés par la fleur avec une sacrée stature, représentés, oui, c'est la fleur qui est toujours au pouvoir, représentés par les dirigeants du FLNKS qui ont succédé à Jean-Marie Tjibaou. Et là, c'est fou, tous ceux qui sont encore là, représentant les instances Kanak aujourd'hui, ils étaient déjà là quand je suis arrivé. Le renouvellement générationnel n'a pas eu lieu. Et ils ont d'une certaine manière, quand ils s'appellent au cadre, aucune autorité sur ces jeunes des quartiers qui n'ont aucune perspective, aucun boulot, qui ont un symbole dans la tête, c'est l'indépendance. Bon, voilà. Bien sûr qu'il y a eu des pillages partout, de magasins, pour ce qu'on en veut, mais quand il y a des émeutes, il y a des pillages qu'on arrête, c'est évident, c'est évident. Je ne justifie pas, c'est comme ça. Mais il faut savoir, qu'est-ce qu'il faut regarder? C'est les pillages ou qu'est-ce qui a provoqué les pillages? Et que, évidemment, beaucoup de ces jeunes sont extrêmement déterminés dans leur engagement politique. Ce qui m'a le plus intéressé dans cette partie-là du livre, c'est justement, compte tenu de ce contexte et de son actualité, l'intérêt, la richesse, la singularité de l'action de cette année. Bon, alors, laissons l'activité de l'activité de Némon, et revenons à l'époque des adolescents, et dis-nous ce que tu as fait là, pendant ces 2 ans en Nouvelle-Calédonie. Ça s'appelle l'Agence de développement de la culture kanak. Et très vite, je vais comprendre qu'a été inscrit dans la loi référendaire un concept que presque je n'hésiterai pas à appeler absurde. Agence de développement de la culture kanak. C'est-à-dire, on va définir une culture de manière anthropologique, la culture kanak. Et on va créer une agence pour développer une culture définie anthropologiquement. Vous m'expliquez quoi là? Pourtant, il avait fallu se dépatouiller, puisque le législateur a écrit ça, que personne ne l'a relevé sur le coup. Et croyez-moi, ce n'est pas un jeu sémantique. On va complètement s'empêtrer en permanence sur le sujet. Est-ce une agence de promotion de la culture kanak? Est-ce une agence qui permet la rencontre entre la culture kanak et les autres cultures? Et là, c'est une agence de développement culturel. Comment on fait pour sortir, d'une certaine manière, les Kanaks de l'enfermement endogène dans leur culture? Je vais juste dire une anecdote comme ça qui est un peu en marge. C'est très lié sur les problématiques. Quand je dis enfermement, il se trouve que j'ai aussi dirigé, alors l'école de musique, l'école territoriale de musique. Territoriale, ça veut dire c'est pour toute la Nouvelle-Calédonie. Où elle est, à Nouméa, où est-ce qu'elle va ailleurs? Elle ne va pas ailleurs. Mais il y a une bande de profs absolument formidables qui disent ça suffit, on veut créer des antennes partout sur le territoire. Et en particulier en province des îles et en province nord. Et il se trouve que Jean-Marie Tjibaou était maire de Yengen, que Marie-Claude Tjibaou, toujours il y avait ses enfants qui étaient encore à Yengen. On va la créer à Poinigné, qui est la grosse ville juste à côté, un grand leader indépendantiste et maire de Poinigné. On va créer cette antenne où tous les gamins, et évidemment, on ne fait payer que pratiquement rien, puisqu'il y a un truc qui est formidable. Il y a la sécurité sociale gratuite, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que donc les gens qui bénéficient de ça sont effectivement des gens quasiment pas dans l'économie monétaire. Il nous suffisait de savoir si les gens avaient ça, mais c'est-à-dire qu'en gros, les gens qui en tribuent tous, et on leur faisait payer une adhésion à l'école, parce que c'est bien aussi pour se rendre compte qu'il y a un coût aux choses, mais parfaitement dérisoire et qui n'était pas discriminatoire. Comité de suivi de la province Nord. Je suis là, aux côtés de Caringo. Et à la fin, il y a le maire de Poinigné, comment il s'appelle? Oui, bon, ils en foutaient, mais j'avais envie de le nommer parce que je suis là. Monsieur le représentant de l'État, je voudrais aussi dire, qu'est-ce que c'est cette histoire de cette école de musique qui est venue là dans ma commune? Attends, moi je croyais que... maintenant je l'ai faux. Ah oui, parce que... Et là ils sont vers moi, parce que vous enseignez le piano, là, vous comprenez, mais les chants et les danses kanak. Moi j'ai l'air repris de vendre.
Vous voyez ce qu'il voulait dire? C'est nos jeunes, alors que lui a fait toutes ses études à Lyon, a fait des études de sciences économiques à Lyon, il est parfaitement biculturel, il nous connaît par cœur, il connaît sa société. Non, vous voyez que les jeunes Kanaks, ils ne sortent pas de la tradition, puisqu'évidemment, il faut bien le comprendre, dans un pays qui revendique son indépendance, il revendique sur essentiellement sa culture, et de ne refuser, c'est ça a un côté évidemment très pervers, de se faire dévoyer. Là, je lui ai répondu ceci, écoutez, je ne sais pas grand-chose, mais je sais quand même quels sont les modes de transmission de vos danses. Il n'y a pas besoin d'une école à l'européenne pour que ces transmissions aient lieu, ou si elles n'ont plus lieu, allez voir dans les défaillances de votre société aujourd'hui ce qu'il faut qu'il n'y ait plus lieu. Mais comment vous pouvez me demander ça? Et je lui dis après, je vous ai entendu l'autre jour à la télévision, deux choses que je lui fous dans la gueule. Parce que vraiment j'étais furieux. Alors on s'était battu pour ça. Le conseil d'administration de l'école territoriale de musique, il était tenu par le RPCR et par le Front National. J'aime mieux vous dire que quand on a parlé de nos antennes, j'ai dit à la présidente, de toute façon, si vous avez quelque chose à dire, vous irez vous plaindre au ministre de la Culture ou au commissaire, mais je continuerai, d'accord? Moi, j'ai aucune attache avec ce territoire, j'ai juste ma brosse à dents, il y a 2 avions par semaine. Si vous l'obtenez, je remonte dedans. Mais je ne bougerai pas de cette ligne. Vous foutez la paix. Donc ça a été une bataille pour faire ça. Et l'autre, alors je croyais qu'il avait l'air d'être content, il n'avait pas besoin de le dire d'ailleurs, il me rentre dedans sur un sujet. Les enfants, je l'ai dit tout à l'heure, de Chibaou étaient tous les enfants utérins et ça c'est passionnant aussi, la tribu kanak. Marie-Claude avait beaucoup plus d'enfants que ses vrais enfants, enfin que ses enfants utérins. Mais bon, bref, tout cela était. L'école était pleine. Je lui dis, je vous ai entendu l'autre jour, vous réjouir de voir revenir sur le territoire l'étudiant en médecine, premier médecin kanak. Et alors un jour, un violoniste, un pianiste, un percussionniste, tout ce que vous voulez, de renommée internationale kanak, tout ça, vous parlez pas toute la peine, c'est pas la peine, il n'y a rien à apprendre d'une certaine façon. Et puis, l'autre jour, vous étiez avec Jacques Lafleur, et vous étiez à l'inauguration du golf de la province sud, et vous nous avez expliqué que le moment venu, il y aurait aussi un golf dans la province nord, parce que bien entendu, le golf fait partie des traditions kanak. Et je me suis tué. Et après, il y a eu l'apéro, il m'a dit, ah, qu'est-ce que vous m'avez mis? Je lui ai dit, bon. Tu vois combien c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc, je reviens à l'agence. D'abord, ça va être lourd, ça va être institutionnel, et j'ose le dire, elle va bien commencer à fonctionner quand elle va commencer à avoir des actions un peu partout sur le territoire. La Grande Terre est déjà très longue, c'est déjà très compliqué de venir du nord vers le sud. Quant aux îles Loyauté, il n'y a pas d'autre solution que l'avion ou la connexion. Donc c'est très compliqué de faire territoire dans un archipel. Mais il fallait ça, aller vers, puisque les gens ont une grande difficulté à venir vers. Ça a commencé, et moi je ne vais pas être à l'agence, je vais avoir pour rôle de contribuer à définir le programme du grand geste réparateur de François Mitterrand, qui va être le centre culturel kanak, car il ne s'appelle pas Djibaou. Au départ, il ne s'appelle pas Djibaou parce que Djibaou n'a pas été assassiné. Et si je peux vous dire une petite chose, ça va être très compliqué finalement qu'il s'appelle Djibaou. Je reviens à la coutume. Pourquoi? Parce que Jean-Marie Djibaou est d'une tribu très haut là-haut dans la chaîne, et avant qu'il a dû falloir faire la coutume de chefferie en chefferie jusqu'à arriver aux portes de Nouméa pour que chaque chefferie, les unes après les autres, accepte que le nom de Djibaou traverse, jusqu'à ce que ceux propriétaires de la terre où va être créé le centre culturel acceptent à leur tour l'arrivée de Djibaou et donc prennent le nom de Djibaou. C'est des choses... Donc ils vont être très mobilisés là-dessus, l'agence. Mais moi, j'ai travaillé sur le programme architectural qui va faire qu'à un moment donné, il va y avoir le concours international d'architecture et que Renzo Piano va l'emporter avec ce bâtiment extraordinaire. Et les pieux qui s'enfonçaient dans la boue. Et les pieux qui s'enfonçaient dans la boue. Dans la boue, oui. Dans la boue.
Mais ça, c'est presque un symbole hein, de ce que je pense. Je pense que les Kanaks, et c'est aujourd'hui vérifié, parce qu'il a dû retrouver, ne s'approprieront jamais ce truc. C'est-à-dire un truc classique, c'est un peu différent, avec des salles de concert, des salles de spectacle. C'est tellement vrai que qu'on ait fait appel le directeur a évidemment tout de suite été un Kanak, mais qui venait d'une radio militante indépendantiste et qui n'avait aucune expérience de ce que c'est que la gestion d'un établissement culturel. Et tout de suite, on a fait appel à un cabinet de recruteurs pour que, en gros, le directeur programmateur, on dirait le directeur artistique, soit métropolitain. Là-dessus, on démarre. Pourquoi pas? Sauf que quand j'y retourne, il y a 2 ans, c'est toujours le cas. Les Kanaks ne sont pas montés en grade à l'intérieur de l'établissement. Sauf sur des programmes de recherche. Par contre, dans le programme, il y avait la reconstitution d'une sorte d'aire coutumière. Les architectures des cases, d'une aire coutumière à l'autre, sont parfois différentes. Elles sont très belles, sont passionnantes. Donc, on a créé un village de cases. Là, ex nihilo, on a créé tout un parcours symbolique de la coutume kanak. On a créé des cultures pour cultiver le fondamental qui est l'igname, le tarot, bref, donc voilà tout ça. Ça, les Kanaks, ils sont bien appropriés ça. Mais c'est un spectacle. C'est tant vrai que, excusez-moi de le dire, mais même si aujourd'hui le directeur est un fils de Jean-Marie, oui, lui aussi, Jean-Marie et de Marie-Claude Gibault, Emmanuel Gibault, que j'estime, c'est quand même pitoyable quand là, au dernier référendum où j'ai été, j'y suis allé une fois de plus, parce que c'est vrai que l'architecture est tellement belle, et bien c'est entièrement privatisé pendant plusieurs jours pour un salon de parapharmacie. Je dis, à quoi? Mais l'année précédente, c'était pas ça, mais c'était Gergel Jouissant. Et quand j'ai fait parler justement plein de gens qui étaient venus dans la commission de contrôle, qui sont évidemment, c'est le truc à aller voir, ils disent, qu'est-ce que c'est bien! Et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est bien? C'est l'architecture qui est belle. C'est l'architecture qui est incroyablement belle. Mais le reste, ça souche le fil comme. Et alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait que ça. J'ai été hors la loi. C'est-à-dire que la culture faisait partie des compétences des provinces. D'accord? Pas de l'État. Il y a Zozo qui est arrivé auprès de nos commissaires et qui est censé s'occuper de culture. Donc tout le monde m'attend avec j'aurais mieux fait de relire la loi, mais voyez, je suis quand même monté dans l'avion. Mais ça va se calmer très vite, parce que heureusement, je vais être très bien doté en moyens budgétaires. Et là, à partir du moment où tu n'es pas celui qui dit il n'y a qu'à Faucon, et que tu dis tu veux faire, ben tiens, voilà, je te donne les moyens de faire.